Hi everyone and welcome back. We are joined today by Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. C'est un plaisir de vous retrouver. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, tant en Chine qu'en Ukraine bien sûr. Je pensais que le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Chine serait un bon point de départ, alors que la situation semble se stabiliser pour l'instant. Avons-nous appris quelque chose de nouveau sur la façon dont le monde a changé à la suite de cet événement? Oh oui, cela a changé. Je pense que l'Organisation de coopération de Shanghai, qui était jusque-là en retrait, qui n'attirait pas vraiment l'attention du grand public en Occident, ni même celle des spécialistes, est désormais passée au premier plan devant les BRICS. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que les BRICS ont été freinés, ont progressé lentement en raison des intérêts divers de leurs membres fondateurs, en particulier le Brésil et l'Afrique du Sud, qui, par le passé, au moment de voter sur l'adhésion de nouveaux membres, gardaient un œil sur les États-Unis et sur la manière dont leur alignement avec la Russie et la Chine pouvait affecter leurs relations continues avec les États-Unis. Bien sûr, cette question est devenue moins sérieuse depuis que les États-Unis se sont attaqués à tous ces pays de toute façon et mènent cette guerre tarifaire qui a été très cruelle tant pour le Brésil que pour l'Afrique du Sud, tous deux confrontés à des droits de douane de 50% ou plus. Néanmoins, sur d'autres sujets également, les intérêts sécuritaires et le bien-être financier de l'Eurasie n'étaient pas des questions clés pour les BRICS. Pourtant, ces pays sont importants. Ensemble, ils représentent plus de 40% de la population mondiale et je crois environ 36% du PIB mondial, et ils ne sont pas correctement pris en compte par les BRICS. Ainsi, dans ce cas, ce que nous avons vu ce week-end lors du rassemblement à Tianjin, puis lors du Forum de la ceinture et la route à Pékin, a constitué une étape majeure dans l'évolution de l'OCS. L'OCS évolue progressivement depuis sa création. Je ne veux pas dire que ce qui s'est passé le week-end dernier change totalement la mission ou les intérêts de l'OCS, mais cela élève considérablement l'organisation à un niveau supérieur, qui exige une plus grande attention de la communauté internationale. Ce que j'ai en tête, c'est l'accent désormais clairement mis sur le bien-être financier et matériel des populations d'Eurasie. Cela semble être passé au premier plan, devant les considérations de sécurité initiales qui figuraient dans les documents fondateurs de l'OCS. Et dans ce contexte, le fait le plus important est selon moi l'ascension de l'Inde. C'est ce qui est ressorti. Ce n'est pas officiellement déclaré. Ce que je dis n'est qu'une supposition. Ce n'est pas quelque chose que je peux affirmer en m'appuyant sur tel ou tel document. Il n'y a pas de document. Mais d'après le langage corporel et la manière dont Modi a été traité lors de l'OCS, il m'a semblé qu'on l'invitait à rejoindre une troïka. C'est d'ailleurs le terme utilisé par plusieurs médias occidentaux, la troïka étant composée de Xi, Poutine et Modi comme décideurs, les voix les plus influentes de l'OCS. Or, l'Inde a toujours été membre de l'OCS, mais elle ne faisait pas partie d'un directoire à deux. Cela change donc considérablement la situation et les perspectives de ce que l'OCS peut accomplir. Cela apporte un certain réconfort supplémentaire, comme vous l'avez mentionné lors de notre dernière discussion. Cela apporte un réconfort supplémentaire à la Russie, car elle n'est pas seule en tant que partenaire junior de la Chine. Et je pense que tout ce développement, ou cette interprétation de ce qui se passe, a reçu un soutien supplémentaire avec la décision de Modi hier de ne pas se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre à New York, en guise de protestation contre l'administration américaine.
Il est certain que l'Inde s'est éloignée davantage des États-Unis que ce que l'administration Trump avait prévu et s'est rapprochée de la Russie et, un peu à contre-cœur, encore plus de la Chine. Ce sont donc là les grands développements. Oui, eh bien, on a entendu beaucoup de commentaires du côté chinois, où ils ont également insisté sur la nécessité pour la Chine et l'Inde d'apprendre à surmonter leurs différends et à travailler ensemble. Maintenant, c'est très différent d'être dans une alliance où tous les intérêts sont harmonisés. Mais je suppose que l'idée générale, c'est que si ces trois géants eurasiens, la Russie, l'Inde et la Chine, parviennent à régler leurs différends et à collaborer, à établir des liens économiques, alors il serait plus facile pour les plus petits acteurs de s'aligner et d'éviter une certaine fragmentation. Je trouve cela intéressant, car ces trois pays représentent 3 des 4 plus grandes économies du monde en termes de parité de pouvoir d'achat. Le seul absent, cependant, serait les États-Unis. Je ne sais pas personnellement, j'aurais aimé voir les États-Unis aux côtés de ces 3 autres. À la place, nous avons vu Trump tweeter depuis chez lui à propos de ces 3 géants eurasiens conspirant contre l'Amérique. Il a ensuite publié un tweet très étrange, qui semblait un peu amer, affirmant que l'Amérique avait perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine, la plus profonde et la plus sombre. Je me demandais ce que vous pensiez de la réaction américaine à cela. On dirait qu'ils auraient pu gérer la situation très différemment, pourtant. En 2015, j'étais responsable d'un panel lors d'une conférence pour la paix dans le Massachusetts, à une conférence du MIT. Le participant le plus important ou le plus connu était Noam Chomsky. Il parlait des relations avec la Russie. C'était en 2015. Et quelqu'un avait dit que oui, cette administration avait perdu la Russie. Chomsky a objecté. Il a dit, on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais possédé. Et il en va de même pour les événements actuels. Les États-Unis ne possédaient pas l'Inde, et il n'y a pas lieu de chercher un coupable pour l'avoir perdu. Même s'il est assez évident que Trump a mis un grain de sable dans la relation qui prendra du temps à être résolue. Cela va s'arranger tout seul. Si vous regardez ou écoutez ce que disent les médias indiens, ils sont généralement pro-américains, du moins les principaux diffuseurs en anglais. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a aucune chance que la Chine puisse remplacer les États-Unis dans le commerce mondial de l'Inde ou lui offrir des revenus d'exportation de même nature. Parce que, quand on compare les deux pays, il n'y a pas de complémentarité économique. L'Inde ne produit rien dont la Chine ait besoin, alors que la Chine produit beaucoup de choses que l'Inde achète. Et cette relation déséquilibrée n'est pas une bonne base pour une coopération. Donc, ils avancent cet argument selon lequel les États-Unis resteront toujours un acteur important dans les relations économiques de l'Inde, et des relations économiques découlent les relations politiques. Je pense donc qu'il s'agit d'un problème temporaire. De plus, toute la logique de l'attaque tarifaire de Trump contre l'Inde reposait sur la poursuite de ses achats d'hydrocarbures russes. Et cette question disparaîtra lorsque la guerre en Ukraine prendra fin, ce qui est probablement une question de mois et non d'années. Par conséquent, la punition ne devrait pas durer très longtemps. Et après cela, ils pourront commencer à renouer les liens. Eh bien, je suppose que c'est aussi un processus d'apprentissage. En effet, c'est également ce dont il était question lors de la réunion de l'OCS, apprendre à vivre dans un monde multipolaire. Il faut clairement définir les relations entre les différents acteurs. Il n'est pas injuste de dire que les Américains ont eux aussi un processus d'apprentissage à mener. Je veux dire, on ne peut pas rester au centre du monde, mais organiser le monde entier autour des États-Unis pendant des décennies, puis soudainement s'attendre
à ce qu'ils apprennent à traiter les autres comme des égaux souverains. Learn to treat others as, I guess, sovereign equals, and so I think the best thing the Indians could do. Je pense donc que la meilleure chose que les Indiens pouvaient faire, c'est ce qu'ils ont fait. Simplement résister et fixer des limites. Vous n'allez pas nous aligner sur une chaise devant le bureau de Trump comme les Européens. Nous serons traités en égaux. Et cela donne aux États-Unis un peu de temps pour revenir sur certaines choses. Je ne pense pas que ce soit irréparable. C'est évidemment un très gros obstacle, mais je pense que c'est raisonnable et que cela fait partie d'un processus plus large. Quand j'entends Trump faire des déclarations comme « Sans l'Amérique, le monde mourrait », on voit bien qu'il reste encore du chemin à parcourir, je suppose, pour s'adapter à cette multipolarité. Absolument. Il y a un autre événement, bien sûr, c'est le défilé. Je regardais la couverture du défilé sur la BBC et les journalistes disaient des choses absolument ridicules sur la Chine. Mais en fait, je retire ce que j'ai dit. Ils étaient plutôt déférents envers la Chine, ce qui m'a un peu surpris. En même temps, cependant, ils étaient insultants envers la Corée du Nord et bien sûr envers la Russie. Il y avait une distinction, c'était nuancé. Ils ne voulaient pas offenser la Chine, mais ils se sentaient libres de s'amuser à offenser les Russes. C'était clair. Leurs commentaires montraient aussi qu'ils respectaient ce que la Chine présentait lors du défilé. Pour revenir à ce que nous avons discuté il y a une semaine, cette question de l'équilibre entre la Russie et la Chine, et la manière dont l'Inde aide la Russie à se sentir à l'aise dans une nouvelle situation où l'économie sera aussi importante, voire plus importante que la sécurité, je voudrais évoquer quelque chose que j'ai entendu à la télévision russe. C'était dans l'émission Soirée avec Vladimir Solovyov à propos du défilé militaire à Pékin. Cela m'a surpris, mais il faut le dire. Cela devrait être un sujet de discussion parmi les téléspectateurs. Ils ont dit d'ailleurs que le défilé chinois ne signifiait pas grand-chose, car personne n'a utilisé ses armes sur un champ de bataille, et les Chinois n'ont aucune idée de si tout cela fonctionne réellement. Par conséquent, tirer des conclusions sur la force de l'armée chinoise, qui n'a pas été testée en situation de guerre depuis, je ne sais pas, 20 ou 30 ans, en excluant cette toute petite escarmouche. Eh bien non, la dernière véritable escarmouche était assez significative au tournant du siècle avec le Vietnam. Mais depuis, il n'y a eu pratiquement aucun véritable exercice sur le champ de bataille de la part des troupes chinoises. Et donc, ils testaient le matériel, et cela m'a surpris. Pourtant, j'ai le droit, et il y avait une raison à cela. C'était clair. Le sous-texte était « Pékin, prenez votre équipement militaire et amenez-le sur le champ de bataille dans une guerre avec l'Ukraine pour voir s'il fonctionne en pratique. » J'imagine donc que les gens à Pékin ont entendu cela, car c'était le message évident. Oui, non, ils essaient de. Mais aussi, au-delà d'encourager la Chine à s'impliquer un peu dans la guerre en Ukraine, il s'agit aussi du fait que personne n'est à l'aise avec un quelconque déséquilibre, un manque de symétrie. On se concentre souvent sur l'équilibre des pouvoirs entre adversaires. Mais au sein de toute institution, il faut aussi un équilibre des pouvoirs. C'est pourquoi, comme je l'ai constaté en Occident politique, l'Union européenne est un format permettant d'avoir un pouvoir de négociation collectif pour instaurer une certaine symétrie avec les États-Unis. Même au sein de l'UOWUD, cela fonctionne mieux si l'Allemagne est la puissance économique et la France la puissance militaire. C'était mieux quand les Britanniques en faisaient partie, car là encore, il y avait un certain équilibre. Dès que trop de pouvoir a commencé à se concentrer en Allemagne, on a déjà vu, de la Grèce à la Pologne, que les gens commençaient à exprimer un certain malaise. Je pense donc que c'est la même chose au sein de l'OCS. C'est toujours avantageux pour les Russes d'avoir certains partenariats
comme le corridor arctique, où ils possèdent le territoire. Cela permet d'équilibrer davantage la relation avec les Chinois, ou dans le domaine militaire, où les Russes ont désormais une certaine expérience du combat. Mais aussi, comme vous l'avez dit, si vous pouvez intégrer d'autres grands géants eurasiens, comme l'Inde, alors les Russes peuvent trouver leur équilibre. Les Chinois, ce sont eux la puissance dominante, mais ils ne peuvent pas nous dicter leur volonté. Ils ne peuvent pas dominer. Et il y a une grande différence entre le leadership et la domination. Je pense donc que c'est important pour la Russie d'avoir l'Inde à ses côtés. J'ai d'ailleurs remarqué que la Russie et l'Inde s'opposent désormais à l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'Organisation de coopération de Shanghai. Comment interprétez-vous ce partenariat visant à exclure les Azerbaïdjanais? Il existe certains parallèles en Europe. L'Inde a opposé son veto à l'adhésion de l'Azerbaïdjan et le Pakistan a fait de même pour l'enclave de Pachinian, dans le sud du Caucase. L'Arménie. Ce sont des questions liées. Une partie de cela, en ce qui concerne la promotion de l'Arménie par l'Inde au détriment de l'Azerbaïdjan, est liée au passage du corridor nord-sud, qui traverse le sud du Caucase et représente une voie potentielle importante vers de nouveaux marchés et de nouvelles matières premières pour l'Inde. Ils ne veulent donc pas que l'Arménie leur fasse de l'ombre sur ce dossier. Et lorsque l'Inde a opposé son veto à l'Azerbaïdjan, le Pakistan a répliqué en opposant son veto à l'Arménie. Le fait qu'ils aient été exclus en tant que membres permanents n'est pas vraiment un problème majeur. C'est symbolique. Mais je ne pense pas que cela nuira beaucoup à l'un ou l'autre pays. Si le corridor nord-sud avance, alors l'Arménie prospérera et en tirera de grands bénéfices, même si elle n'est pas encore membre à part entière de l'OCS. Et comment voyez-vous le rôle de la Mongolie avoir évolué à la suite de cette rencontre? Parce que j'ai découvert le nouveau projet Force de Sibérie 2, dont on parle depuis maintenant une dizaine d'années. Il est donc intéressant de voir que cela a enfin abouti. Et bien sûr, ça va permettre d'acheminer tout ce gaz arctique, initialement destiné à l'Europe, vers la Chine. Il est intéressant de noter que par le passé, j'ai vu certaines propositions qui prévoyaient un passage entre le Kazakhstan et la Mongolie, dans la région de l'Altaï. On peut certes avancer des raisons environnementales pour lesquelles ce tracé n'était pas idéal, mais désormais, il passera par la Mongolie, un pays enclavé entre la Russie et la Chine. Quelle est selon vous la portée de cela? Oh, je pense que c'est très simple. Bien que la Mongolie soit enclavée entre ces deux pays, cela n'a pas empêché les États-Unis de tout faire pour attirer l'attention en Mongolie, pour montrer à quel point il serait formidable d'avoir des relations plus étroites, économiques, géopolitiques, de toutes sortes, avec les États-Unis. Maintenant, cela met fin à tout cela. Je pense qu'en tant que participant au projet Force de Sibérie 2, en tant que pays de transit, la Mongolie bénéficiera de droits de transit considérables. Plus important encore, elle n'osera rien faire qui aille à l'encontre des intérêts de ses deux voisins, car le projet est tellement important, si grand, si crucial à la fois pour la Russie et la Chine, que tout signe indiquant que la Mongolie ne soutenait pas le projet ou imposait des restrictions injustes et des exigences de prix sur le système de transit pourrait entraîner de graves conséquences, y compris militaires, pour la Mongolie. Donc avec les États-Unis hors jeu, c'est un très grand changement. C'est aussi un certain risque, n'est-ce pas? Je veux dire, avant 2004, lorsque l'Occident a soutenu la révolution orange en Ukraine. Avant cela, je crois qu'environ ou jusqu'à 80% du gaz russe à destination de l'Europe transitait par l'Ukraine. Et chaque fois qu'un pays est un pays de transit, si quelqu'un veut perturber cette relation, c'est un levier. Je pensais justement que l'un des avantages pour la Chine et la Russie, c'est qu'elles partagent une immense frontière commune.
ce qui leur évite de dépendre d'un état de transit, qui pourrait être, eh bien, où une grande puissance comme les États-Unis pourrait venir perturber les choses. Et je pense que les États-Unis essayent de se positionner comme le troisième voisin de la Mongolie, symboliquement, mais tout de même pour contrebalancer la dépendance excessive envers les Chinois et les Russes. Mais est-ce que cela inquiète vraiment les Russes et les Chinois? Je ne le pense pas. I don't think so. Mongolia is not Ukraine. Mongolia is not Poland. La Mongolie n'est pas l'Ukraine. La Mongolie n'est pas la Pologne. Il n'est pas nécessaire de contourner les frontières de la Mongolie car sa population est négligeable et elle n'a pas de soutien ni d'alliés à sa frontière occidentale ou à aucune frontière, contrairement à l'Ukraine qui en avait et en a toujours. Par conséquent, la possibilité que la Mongolie mène des actions sournoises contre ses grands voisins n'existe tout simplement pas. Comment les États-Unis, à part envoyer des sapeurs pour faire sauter le pipeline, comment les États-Unis pourraient-ils faire quoi que ce soit qui irait à l'encontre des intérêts du fournisseur et du pays acheteur qui transite par la Mongolie? C'est donc une situation différente. Et je pense qu'il y a de nombreux aspects concernant le tracé du gazoduc Sibérie 2 qui ne sont pas couverts par la presse, mais qui le sont par la presse russe. Et ce que j'ai en tête, je ne connais pas les détails ici concernant le passage par la Mongolie, mais la localisation géographique est importante pour l'approvisionnement en gaz des Russes eux-mêmes. Pendant des décennies, Gazprom a sous-approvisionné le marché intérieur russe en gaz parce qu'il était contraint par des prix de vente fixés par la loi qui ne leur procuraient qu'un bénéfice négligeable, voire leur faisaient subir des pertes par rapport aux coûts de production et de transport. Ainsi, de vastes régions de Russie étaient chauffées au bois ou à l'aide de bonbonnes de gaz qui avaient tendance à exploser dans les immeubles et provoquaient chaque hiver une sorte de tragédie. C'est ce que nous avons constaté ces 2 dernières années, depuis le début de l'opération militaire spéciale, et la sous-utilisation de ces champs gaziers qui avaient été développés pour alimenter les marchés occidentaux et qui, dans 5 ans, approvisionneront les marchés chinois. Cette situation découle des directives de Poutine à Gazprom pour gazéifier le pays. Rappelez-vous, on disait autrefois « électrifier le pays ». C'était le slogan de Lénine. Eh bien maintenant, c'est gazéifier le pays. Fournir du gaz aux habitations, aussi bien à la campagne que bien sûr dans les villes et les cités. C'est un changement très important. Cela a été discuté ouvertement. Poutine a 50 entités différentes, qu'ils appellent sujets de la Fédération de Russie. Nous appellerions cela des États, des provinces ou quelque chose de similaire. C'est à la fois une zone géographique et une entité politique. Leur gouverneur, généralement leur gouverneur, rencontre Poutine. Il rencontre un certain nombre de ces entités au cours de l'année, au moins 1 fois par semaine et parfois plus d'1 fois par semaine. Et l'un des exemples montrés, il y a 1 semaine, venait d'un gouverneur de la région de l'Extrême-Orient, qui expliquait comment, grâce au nouveau gazoduc Sibérie 2, ils allaient enfin recevoir d'importantes allocations de gaz de Gazprom et pourraient enfin construire une grande usine d'engrais, car il y a beaucoup d'agriculture. Notamment, par exemple, en Sibérie orientale, il manquait d'approvisionnement en engrais sur le marché intérieur russe et devait recourir à des importations. Voilà un exemple. Bien sûr, des usines pétrochimiques seront construites le long de ce gazoduc. Cela a donc peut-être influencé la décision de faire passer le gazoduc par la Mongolie, c'est-à-dire à cet endroit précis d'où la Russie approvisionnerait la Chine. Je n'en suis pas certain, mais j'imagine que cela a été un des éléments pris en compte. I don't know for sure, but I imagine it was one consideration. Well, that has been a big issue in Eh bien, cela a été un grand sujet en Russie, justement. L'idée que s'ils se tournent vers l'Asie,
ils doivent aussi développer économiquement les régions orientales, car la Russie est principalement un État européen en termes de répartition de la population et d'économie. Mais je me souviens, il y a un peu plus de 10 ans, que la préoccupation de personnes comme le président Medvedev à l'époque était, ils appelaient cela, je crois, l'intégration duale, parce que si les parties orientales de la Russie s'intègrent étroitement avec la Chine et les parties occidentales avec l'Europe, alors la souveraineté pourrait devenir un problème à l'avenir. Encore une fois, quand on est le plus grand pays du monde, on s'inquiète forcément de la souveraineté. Donc, l'idée principale est que si nous nous lions à la Chine, il ne suffit pas d'avoir les régions orientales de la Russie pour se connecter à la Chine. Il faut aussi que le reste du pays se rapproche davantage des régions orientales de la Russie. Ainsi, je suppose que ces types de projets gaziers qui relient l'Arctique à l'est de la Russie et à la Chine ont, en plus d'un objectif économique, un objectif géopolitique visant à renforcer le contrôle souverain et à éviter toute fragmentation. Encore une fois, l'effondrement de l'Union soviétique ne remonte pas à si longtemps, et l'Occident a exprimé à l'époque le souhait que la même chose arrive à la Fédération de Russie. Donc il existe une certaine insécurité à ce sujet. Juste une dernière question. Après le sommet de l'OCS, les Chinois ont célébré le 80e anniversaire de la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Que pensez-vous de l'attention particulière accordée alors à la Russie et à la Corée du Nord? Parce qu'à l'OCS, il semblait que c'était la Russie et l'Inde, puis lors du défilé militaire, c'était Poutine et Kim Jong-un. Donc, encore une fois, la couverture médiatique ici en Occident a été très superficielle. Juste des dictateurs, vous savez, parce que ce n'est pas légitime sans nous. Mais il est tout de même intéressant de voir à quel point la Corée du Nord a été mise en avant. Cela a un peu attiré l'attention. C'était étrange pour moi. Je suis sûr que nous pouvons identifier certaines raisons. Cela ne signifie pas que ce sont les véritables raisons. Je ne sais pas ce que les décideurs avaient en tête lorsqu'ils l'ont formulé de cette manière, comme vous venez de le décrire. Mais les explications potentielles sont, tout d'abord, le refus de tous les dirigeants occidentaux d'Europe de venir au défilé. J'ai critiqué Donald Trump pour ne pas être venu au défilé, car les Américains ont apporté une contribution si importante non seulement à la libération de la Chine, mais bien sûr aussi à la libération de tant d'îles et de pays qui étaient occupés par le Japon avant la libération américaine, au prix du sang. Et ces personnes n'ont pas été honorées comme il se doit. Que Trump ait intégré cela dans son message sur sa plateforme sociale Axie, en disant que nous espérons que vous avez pris soin de nos gens, avait un ton plutôt pitoyable. Donc, j'ai critiqué Trump pour ne pas y être allé. Mais je peux comprendre plusieurs raisons. Bien sûr, les raisons se sont multipliées à l'approche de la date. Il avait apparemment voulu y aller. Il avait interdit à la présidente taïwanaise de faire escale à New York lors d'une visite aux États-Unis. Et cela remonte à 2 ou 3 semaines. Cela a été interprété, à juste titre selon moi, par les analystes occidentaux comme une preuve que Trump ne voulait pas déplaire aux Chinois en raison des célébrations à venir à Pékin, ce qui signifiait qu'il voulait y assister. Et puis on constate qu'il n'y est pas allé. Sans aucun autre dirigeant occidental présent, il ne pouvait évidemment pas y aller. Il aurait été comme Poutine au G8, l'intrus. Et pour quelqu'un avec un ego comme celui de Trump, c'est absolument impensable. Mais il n'y a pas que les égos comme le sien. La plupart des gens normaux ne voudraient pas se retrouver dans une situation aussi peu attrayante. Pour Modi, je pense que c'était la même chose.
il ne voulait pas être celui qui fait tâche. Et en particulier lorsqu'il était connu que le véritable invité d'honneur serait Kim. Il y a donc des explications à ce que nous avons vu à l'écran et à la raison pour laquelle les autres participants potentiels n'étaient pas présents. Il n'a pas été largement dit sur la BBC ou dans d'autres médias occidentaux que les dirigeants n'étaient pas là, non pas parce qu'ils n'avaient pas été invités, mais parce qu'ils ont refusé l'invitation. Cela aurait dû être mentionné. Ça ne l'a pas été. Le public lecteur ou téléspectateur en Occident n'a aucune idée de la raison pour laquelle les dirigeants occidentaux n'étaient pas présents et peut écouter cette propagande que vous avez répétée, à savoir que c'était censé être un rassemblement d'autoritaires. Ce n'était pas le but. C'est ce que je pense. Quelle occasion gâchée. Imaginez si de nombreux dirigeants occidentaux avaient également été présents. Comme cela aurait été différent. Cela aurait permis d'apaiser certaines des tensions qui se sont accumulées au fil des années. Il y a eu une exception cependant, le Premier ministre slovaque, Robert Fico. Lui, il est venu et il a même réprimandé l'Union européenne. Il a dit qu'il voulait isoler la Chine et qu'ils se sont isolés eux-mêmes. Et cela semble assez juste. Il y avait aussi Vučić, bien sûr, de Serbie, mais ils ne font pas partie de l'Union européenne. Mais c'était intéressant que Fico soit venu. Je pensais que si quelqu'un devait rompre les rangs, ce serait Orbán, puisqu'il a tendance à se démarquer. Mais oui, cette fois, c'était Fico. Orbán est très prudent. Il dit beaucoup de choses qui plaisent à tous dans les médias alternatifs. Mais quand il faut vraiment agir, il se range généralement du côté de la majorité, en particulier lorsqu'il s'agit de voter des sanctions contre la Russie ou l'Ukraine ou d'autres sujets. Fico, lui, n'allait clairement pas approuver le financement ou l'aide militaire à l'Ukraine, alors qu'Orbán peut jouer sur l'ambiguïté. Il peut essayer d'utiliser ce levier pour atténuer une partie des sanctions infligées à la Hongrie en raison de son approche par ailleurs non alignée ou indépendante sur de nombreuses questions de politique étrangère de l'UBOFOR. Une dernière chose me vient à l'esprit. J'ai été très heureux de constater ce matin que le Times of India, pour lequel je n'ai généralement pas beaucoup d'estime, car ils sont très sensationnalistes dans leur podcast sur YouTube, a repris mon interview sur RT du 4 septembre, au cours de laquelle j'ai dénoncé le secrétaire général pour la déclaration la plus scandaleuse qu'il ait faite, qui a été enregistrée et diffusée à la télévision. Il a dit que nous, en Occident, n'avions pas à prêter attention à Poutine, ni à ce qu'il pense de la situation sur le terrain en Ukraine. Car après tout, Poutine n'a pas plus de pouvoir que le gouverneur du Texas. Des dirigeants comme Arut ou Kaja Kallas tiennent des propos parmi les plus scandaleux, et personne ne leur répond vraiment comme il le faudrait. Je suis content d'avoir eu l'occasion de le faire, mais ils devraient être contestés de toutes parts. Ils se présentent de façon tellement maladroite. Leur niveau de langage est celui d'un type assis au comptoir d'à côté qui a un peu trop bu. Il y a des déclarations complètement délirantes. Il n'y a pas si longtemps, il y a seulement 30 ans, lorsque l'on parlait de sécurité, on utilisait des termes comme « sécurité indivisible » et « ne pas renforcer sa sécurité au détriment des autres ». C'était toujours un thème central. Mais aujourd'hui, l'idée est que la Russie ne devrait rien avoir à dire du tout. Je veux dire, elle n'a pas de droit de veto. Et l'OTAN représente l'Europe, où la Russie ne fait pas partie de l'OTAN et n'a rien à dire. Ces efforts pour les priver d'une voie institutionnelle n'ont fait que leur laisser l'option militaire pour empêcher cela. Si, par le passé, on avait discuté, si des gens comme Rutte avaient été remplacés par des personnes qui reconnaissaient réellement qu'il faut prendre en compte les préoccupations sécuritaires de l'adversaire,
il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Et même maintenant que nous sommes en train de perdre la guerre, il reste là à dire « Mais pourquoi l'écouterions-nous » C'est, vous savez, le gouverneur du Texas. C'est assez extraordinaire. Mais, It's quite extraordinary, but yeah, no, it's J'ai un message positif à transmettre pour conclure mon intervention. J'ai eu une longue discussion avec un membre du Parlement européen il y a un jour, et j'ai écouté avec grand plaisir son estimation, et il connaît beaucoup de monde là-bas, selon laquelle von der Leyen ne tiendra pas 6 mois qu'elle est sur le départ. Et si elle part, alors toute l'équipe, cette bande hétéroclite d'imbéciles, partira avec elle. eh bien, de nos jours, il n'est pas courant de pouvoir conclure sur une note positive. Et celle-ci est vraiment, vraiment positive. Donc, on peut s'arrêter là, le départ de von der Leyen. J'espère donc que c'est vrai, et que l'Europe pourra retrouver la raison, et qu'un avenir meilleur nous attend. Merci beaucoup. Avec plaisir.